C'est vrai que c'est impressionnant de se retrouver devant vous ce soir. Et en même temps, c'est très émouvant. Voilà, moi je vais commencer par vous parler de 3 personnes. Peut-être que vous les connaissez. La première s'appelle Aminata. Elle a un petit garçon de 18 mois et elle a trouvé une solution miracle pour calmer son enfant. C'est le téléphone portable. J'imagine qu'il y a des parents dans la salle et qu'elle n'est pas la seule à avoir trouvé ce remède miracle. Mais Aminata est-elle consciente des effets, de l'impact de cet usage du téléphone portable comme nounou sur le développement de son fils de 18 mois? La deuxième personne dont je voudrais vous parler, c'est un petit garçon qui s'appelle Gaspard. Et Gaspard adore prendre son bain en compagnie de son papa. Et un soir, la tablette du papa s'est retrouvée dans la baignoire, au milieu des canards, du bateau et des poissons flottants. Le papa, Thibaut, n'en est toujours pas revenu. Parce que finalement, ce qu'aime Gaspard, c'est passer un moment avec son papa pendant que celui-ci lui donne le bain. Et donc, qu'il joue avec ses jouets à lui est devenu insupportable. Enfin, la troisième personne, c'est un petit Ismaël qui a 7 ans. Alors Ismaël est un petit garçon très vif, puisqu'à 7 ans, il est capable de hacker le smartphone de sa grande sœur pour jouer à Fortnite en cachette. Alors, la question que je me suis posée en découvrant ces histoires, c'est Aminata, Thibaut et Ismaël sont-ils conscients de l'impact des usages qu'ils font de ces outils numériques auxquels on a tous recours? Mais j'en suis pas persuadée. Alors, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Puisque moi-même, je suis maman, et que si je découvrais que mon fils de 8 ans jouait à Fortnite en cachette avec mon téléphone, j'en serais pas ravie. Mais je serais en capacité d'avoir un échange avec lui sur pourquoi ça ne me ravit pas. Alors, je dois vous dire aussi que j'ai créé une association qui s'appelle Psyriel il y a bientôt 3 ans, à la demande d'un centre social de mon quartier, sur une demande de faire de la médiation interculturelle, puisque les habitants qui viennent d'autres cultures avaient du mal dans les rapports avec les institutions, notamment, parce qu'ils n'avaient pas accès au code, ou suffisamment accès au code de la culture française. Donc j'ai travaillé avec ce centre social pendant 1 année, et j'ai retrouvé des Aminata, des Gaspard et des Ismaël. Et là, je me suis dit, finalement, l'urgence est peut-être de travailler avec eux sur l'appropriation de la culture numérique. Et que rentrant par l'appropriation de la culture numérique, on va toucher différents éléments de code culturel, que ce soit de la culture française, concernant la parentalité, concernant la scolarité, concernant la santé, comme l'a évoqué mon prédécesseur. Voilà, du coup, la question était comment est-ce qu'on travaille sur ce problème-là. Et moi, je suis un produit de l'école républicaine française. Donc, je me suis dit, il faut passer par l'éducation. Et on a créé des ateliers numériques avec 3 objectifs.
Le premier, permettre aux participants de s'approcher suffisamment près des outils pour en comprendre les mécanismes et les fonctionnements. Donc, ça veut dire une prise en main technique de l'outil avec une initiation au codage, à la robotique et à l'électronique. Le deuxième axe qui nous paraissait important, c'était une intelligence et une compréhension de l'écosystème du numérique. Comprendre qu'Ismaël comprenne que quand on lui demande de rentrer sa date de naissance quand il ouvre une application, qui demande sa date de naissance, qu'est-ce qu'il va en faire, et qu'il puisse décider de la donner ou pas. Enfin, le troisième axe, il concerne l'impact, la conscience de l'impact des usages des outils du numérique. En matière de santé, en matière de développement, donc psychologique et physiologique, puisqu'aujourd'hui, on commence à avoir du recul et des connaissances scientifiques, vulgariser, mettre ces connaissances-là à la disposition du plus grand nombre, et puis l'impact social, puisqu'on voit à quel point les adolescents, finalement, sont actifs dans l'usage de ces outils numériques, dans une phase où ils sont en train de stabiliser la construction des modalités de leurs relations sociales. Bon, on a commencé les ateliers avec comme cible, en matière de public, le public du centre social, à savoir les enfants, primaire, collège, les jeunes, et puis les adultes, donc avec des parents et des seniors. Sur les premiers partenaires qu'on a eus, sur l'année pilote en 2019, nous avons travaillé avec 3 types de structures. Les centres socioculturels, des structures éducatives et puis des structures périscolaires. Alors sur 2019, nos réalisations, on a comptabilisé 900 heures cumulées d'animation d'ateliers. On a touché directement 70 personnes à peu près et on a travaillé avec 5 partenaires. Peut-être pour vous donner une idée de ce qu'on poursuit, puisque j'ai parlé pas mal d'enfants et de parents tout à l'heure, je voudrais convoquer l'expérience d'Ali avec nous. Donc Ali est un jeune homme de 17 ans qui est en bac professionnel de serrurerie, en voie de décrochage, donc au moment où on fait sa connaissance, en janvier 2019, et qui se porte volontaire pour participer à cet atelier qu'on initie dans le centre d'animation qu'il fréquente. Les ateliers ont lieu le samedi matin. Ali est assidu. Nous les amenons visiter une exposition à la Gaîté Lyrique. Et là, Ali tombe sur une petite exposition Data Detox qui le fascine. Séance tenante, il commence sa détox data. Et par la suite, il deviendra un co-animateur de nos ateliers sur la problématique des data et du programme Data Detox. Donc voilà à quoi peuvent servir les ateliers pour un jeune, par exemple. Donc quelles sont nos perspectives pour 2020 ? Alors il y a un développement qui nous dépasse, un petit peu de la même manière qu'on a été dépassé par la phase pilote, par les demandes. Donc il y a une extension en fait des structures demandeuses puisqu'on va mettre les pieds dans les écoles et quelques collèges.
Il y a une extension des demandes à l'intérieur des structures dans lesquelles on travaillait déjà. Et puis, donc, on étend aussi du coup la gamme des offres qu'on avait en proposant des ateliers parents-enfants. Du coup, tout ça va très vite. On a commencé en 2019 en se disant on va faire des ateliers, 3 ateliers tests de 6 semaines. On le gère bénévolement et du coup, voilà, je vous ai fait le bilan. Du coup, 2020, pour l'instant, on table sur une dizaine de partenaires avec une cible de population touchée de l'ordre de 200 personnes directement. Et j'ai des demandes qui continuent à arriver. Du coup, on se demande comment est-ce qu'on va faire face. Du coup, on a besoin de moyens. On a besoin de moyens et c'est là que vous intervenez. Et du coup, je suis très heureuse que Antoine Cyr m'ait introduite, puisque je pense qu'effectivement, dans l'auditoire, nous sommes à la recherche de partenaires financiers. Donc, les RSE des entreprises peuvent être nos premiers interlocuteurs. Pour venir finalement compléter le soutien dont on bénéficie du côté de la ville de Paris et de l'État. Et puis, les entreprises de la tech nous intéressent aussi par leur expertise, puisque nous avons créé un collège d'experts qui interviennent au sein des ateliers sur des domaines techniques très pointus, puisqu'on est sur comment dire, une culture par l'éducation. Il nous paraît très important d'apporter une expertise pointue auprès de nos publics. Donc je terminerai en revenant en évoquant à nouveau Ali et vous donner de ses nouvelles en quelque sorte. Donc aujourd'hui Ali est un décrocheur officiel. Et depuis le mois de septembre, il trépigne auprès de son référent jeunesse du centre d'animation pour dire « mais quand est-ce qu'on reprend les ateliers ?» Alors moi, mon espoir, c'est que Ali, qui a décroché de son bac professionnel de serrurerie, peut-être se raccroche à un autre wagon. Et si on peut y contribuer, c'est le sens de ce qu'on fait. Je vous remercie de votre attention.